Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'évaluation et le big data, ou disons l'analyse de données massives nouvelles dans le champ de l'évaluation. Pour cela, nous prendrons un exemple d'une évaluation dite interactive où nous recueillons non seulement la réponse de l'élève, mais également des traces numériques de ses comportements et comment, à partir de ces traces, on peut en interpréter des enseignements plus riches sur le profil et les stratégies des élèves. Bien, alors, si vous vous souvenez, j'avais présenté des situations d'évaluation potentiellement innovantes, notamment en mathématiques, dans des vidéos précédentes. J'étais passé rapidement et nous allons aujourd'hui nous intéresser plus précisément à des exemples d'évaluation innovantes et en particulier de ce qu'on appelle des items technologiquement enrichis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des items dont l'interaction n'est pas seulement entrer une réponse, donner une réponse, mais produire des réponses, produire différentes réponses, une succession de réponses, une recherche, une production, etc. Donc des interactions plus riches qui vont générer beaucoup plus de données qu'une évaluation traditionnelle. Voilà, ici je vous montre quelques exemples. Vous voyez un exemple ici en mathématiques qui a été utilisé dans un programme français et également au Luxembourg, où vous avez sur la gauche des outils pour l'élève. Il peut s'agir d'un crayon, d'une gomme, d'une règle, d'une calculette, etc. Et puis vous avez des tâches à effectuer. Et ici, ce sont des tâches autour de résolution algébrique, de recherche de valeurs qui conduisent au même résultat, alors que des opérations sont ici différentes. L'élève peut faire plusieurs essais grâce au tableur qui est là, qui enregistre aussi ses essais, etc., etc. C'est une démarche d'essai-erreur. On est dans le pré-algèbre, c'est-à-dire que les élèves n'ont pas encore à cet âge-là conceptualisé les relations algébriques, ou ils sont en train de le faire, et ces tâches ici permettent d'évaluer leur degré de conception par une approche, disons, par essai-erreur et pas formelle. Ici, vous avez un autre exemple, plus, disons, classique, qu'on aurait pu avoir en papier-crayon, par exemple, de physique, où il s'agit de construire un circuit électrique selon des données données par un problème. Et donc ici, on a une interface facilitée. Là, l'évaluation avec le numérique prend tout son sens, puisqu'on a des outils qui sont beaucoup plus pratiques et on peut vraiment évaluer si l'élève a perçu bien les concepts de l'électricité, car on met à disposition ces outils ici, que ce soit la pile, la lampe, les fils, etc. Et à lui de faire son circuit. Un dernier exemple, beaucoup plus connecté à ce que nous allons appeler ensuite, nous y reviendrons, les compétences du XXIe siècle, donc qui sort, disons, des disciplines relativement traditionnelles, même si c'est quelque chose qui est enseigné depuis longtemps, mais qui a un certain renouveau aujourd'hui, c'est l'apprentissage du code informatique, de la programmation. Si vous connaissez peut-être un logiciel assez utilisé dans les classes par les enseignants, tout du moins en France, qui s'appelle Scratch, et qui permet de produire en fait de la programmation avec des chaînes écrites qui ne dépendent pas d'un langage particulier. On va pouvoir faire des boucles, on va pouvoir faire des conditions, etc., etc., c'est-à-dire apprendre le langage de la programmation informatique, mais avec un langage naturel. Donc l'élève construit des blocs, nous reviendrons sur cet exemple précis un petit peu plus tard, dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un exemple d'un item de mathématiques autour du concept de fonction. L'élève a ici un graphique et il y a qui produit la croissance de deux arbres différents, en bleu et en orange, et l'élève doit déterminer à quel moment les arbres atteindront la même hauteur, à quel âge ils atteindront la même hauteur. Donc en abscisse, nous avons l'âge, en ordonnée, la hauteur, et l'élève peut faire une recherche, tracer des points, tracer des courbes, même s'il le désire, s'il a déjà une notion de fonction dans son apprentissage, tracer des points jusqu'à trouver le point d'intersection, on pourrait dire,
et là où les deux arbres, à quel âge les deux arbres auront la même hauteur. Vous voyez, l'élève peut faire des essais, choisir, et puis finalement rentrer une valeur qui lui semble la valeur correcte. Alors, ce type de... Pourquoi je vous montre tout ça? C'est parce que contrairement aux évaluations traditionnelles avec des interactions relativement simples, dans ce qu'on appelle les items technologiquement enrichis, ces interactions, beaucoup plus complexes, génèrent énormément de données, beaucoup de données, selon le nombre d'interactions que produisent les élèves, bien sûr, et également, au-delà du côté caractère massif de ces données, il se trouve qu'elles sont structurées d'une manière complexe. Il n'y a pas un élève qui a une caractéristique, il y a un élève qui fait quelque chose à un instant donné. Et ce quelque chose à cet instant peut être différent selon les élèves. Vous voyez, on a une structure des données qui n'est pas simple à interpréter. C'est pour ça que cette vidéo s'intitule « Évaluation et Big Data », puisqu'on va avoir recours à des techniques de data science qui, justement, sont très appropriées pour analyser ce type de données non structurées ou faiblement structurées. Deuxième point, derrière un item comme ça, il faut, je dirais encore plus que derrière un item traditionnel, un modèle didactique qui soit robuste. Alors ici, l'idée, par les concepteurs de cet item, d'un point de vue didactique, déjà il y avait le recours à l'outil, au type d'interaction. Et c'était précisément le but recherché, c'est que ce type d'interaction, pour l'élève, le libère de tous les calculs et des conversions à effectuer qui mesuraient, disons, autre chose. L'ordinateur le fait à sa place. L'outil, l'ordinateur, devient alors un instrument de recherche. Et là, on voit l'intérêt de l'outil numérique, c'est qu'on peut se concentrer sur une compétence qui n'est pas forcément calculatoire, où l'élève peut faire des erreurs, etc., mais qui est une connaissance, ici, qualitative du concept de fonction. Qu'est-ce qu'une fonction? Dans un contexte, ici, de vie réelle. Donc, les élèves sont en 8e année, 9e année pour certains, et on essaye de comprendre si ce concept de fonction, où ils en sont dans leurs apprentissages. Il y a deux aspects en jeu dans le modèle didactique qui était utilisé ici. Il y a, disons, deux perceptions qui se développent et qui, d'une perception, disons, la plus simple à une perception plus complexe de ce qu'est une fonction. Il y a tout d'abord une perception dite procédurale, c'est-à-dire qu'on imagine une fonction comme prenant quelque chose en entrée et donnant quelque chose en sortie. C'est une approche procédurale, dans le registre beaucoup du numérique, de données numériques. Et puis on a une approche structurale sur plutôt la forme de la fonction, son allure, sa variation, etc. Et là on est dans le registre plutôt graphique que numérique. Et les élèves, au cours de leur scolarité dans le secondaire, vont devoir passer d'un registre plutôt numérique à un registre graphique, ou en tout cas être capable de passer de l'un à l'autre. Donc c'est ici ce qui a été proposé de rechercher, c'est quel profil d'élèves, est-ce qu'on pouvait traquer des profils d'élèves selon ces deux aspects, procédural et structural. Alors d'un point de vue analyse de données, on s'intéresse dans les data science, à ce qui s'appelle le machine learning, c'est-à-dire l'apprentissage de la machine, ou on appelle aussi ça l'apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va donner des informations à une machine qui va apprendre à partir de ces informations et répliquer son apprentissage sur des données nouvelles. C'est typiquement ce qui est représenté ici. On a ce qu'on appelle un jeu de données d'entraînement. On crée un algorithme dans la machine, ou la machine elle-même crée un algorithme approprié pour traiter ces données et répondre à certaines hypothèses. Et on constate, avec un échantillon de données de test, si cet entraînement, en fait, correspond. Est-ce que ça correspond bien à ce qu'on attendait? Est-ce que l'algorithme permet bien de prédire les données d'entraînement?
mais permet-il bien de prédire les données de test? Et là, on en retire la performance pour ensuite améliorer l'algorithme. Et cette capture de la performance et d'amélioration de l'algorithme peut se faire soit par l'humain, par une amélioration de technique, de variables, soit également par la machine elle-même. On parlera alors plus volontiers, dans ces cas-là, d'intelligence artificielle. Sans entrer vraiment beaucoup dans les détails, parce que ça nous emmènerait vraiment très loin, c'était simplement pour vous donner un peu de culture sur ces aspects-là. À partir du moment où on a beaucoup de données, peu importe qu'elles soient structurées, pas structurées, on va pouvoir faire apprendre à une machine à modéliser ces données de la meilleure manière qui soit, et ensuite, avec des données nouvelles, essayer de prédire des comportements, de modéliser des comportements. C'est ce qu'on a fait ici à travers ce qu'on appelle une classification, donc une classification des élèves. Alors comment ça marche? C'est-à-dire qu'on met des variables en entrée dans une classification. Ici, on a utilisé tout simplement la réponse qu'a donnée l'élève, le temps de passation, est-ce qu'il a passé beaucoup de temps ou pas? Est-ce qu'il a utilisé des outils ou pas? Est-ce qu'il a fait beaucoup d'essais dans sa recherche? Est-ce qu'une variable qui est ressortie très intéressante, est-ce que la valeur du premier mois qu'il a entré était comprise entre 200 et 600? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'était pas dans des valeurs extrêmes dès le départ? Ensuite, l'écart du deuxième mois entré à la valeur cible, est-ce que l'élève s'est approché rapidement de la valeur cible? Et aussi l'écart du dernier mois entré à la valeur cible, ainsi que la variance totale des mois entrés. C'est-à-dire, est-ce que l'élève a tout de suite ciblé autour de la valeur cible, ou est-ce qu'au contraire, il a fait énormément d'itération pour arriver à la valeur cible, puisqu'il s'agit d'une itération, on se rapproche petit à petit de la valeur cible, vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré. Et ici, on a utilisé une classification, vous voyez ici 4 groupes de points qui étaient proches selon ces variables-là, et on peut distinguer 4 groupes d'élèves. Alors, voilà ce que donne le résultat plus précis de la classification et l'estimation de ces 4 groupes d'élèves. Alors d'abord, il y a une première variable qui distingue ces 4 groupes, c'est l'échec ou la réussite. Les groupes verts et les groupes orange ont échoué l'item, ils ont donné une valeur incorrecte, tandis que les groupes jaunes et les groupes rouges ont donné une valeur correcte. C'est la première variable qui permet de distinguer ces deux groupes d'élèves, et on le voit ici dans les graphiques. Vous voyez que la proportion de réponses correctes chez les rouges et les jaunes est bien plus importante que chez les oranges et les verts, puisqu'effectivement, c'est une des variables qui distingue très majoritairement ces 4 groupes. Ensuite, au-delà de la réussite ou de l'échec, on a pu identifier en fait des comportements différents. Et on a identifié que chez les groupes verts ou chez les groupes jaunes, l'un en échec, l'autre en réussite, mais ces deux groupes étaient plutôt dans une approche dite structurale. Pourquoi on a pensé que c'était une approche structurale? C'est parce qu'on pense, par exemple, on voit qu'ils utilisent beaucoup plus le crayon. Ils ont une utilisation du crayon qui est beaucoup plus fréquente que chez les autres groupes. Et or, quand on utilise le crayon, on est déjà dans une forme d'approche structurale, graphique, géographique de la fonction. En outre, ils ont entré des valeurs qui étaient entre 200 et 600 dans la grande majorité des cas, c'est-à-dire déjà dans un intervalle resserré, alors que les autres groupes ont plutôt entré des valeurs hors dehors de cet intervalle, ce qui témoigne plutôt d'une approche structurale pour les groupes orange et rouge, puisqu'on peut penser qu'ils ont vraiment une vision input-output et qu'ils ont commencé leur recherche sans a priori, donc dans des intervalles qui potentiellement sont extrêmes. Et d'ailleurs, si je continue sur les groupes orange et rouge qui ont une approche plutôt structurale, on voit que la variabilité de leurs essais est beaucoup plus grande. Ils ont une variabilité d'essais beaucoup plus grande. Ils ont fait des essais très 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 différents. Donc vraiment en recherche itérative pour trouver le moment où ça match. Et ils ont aussi fait beaucoup plus d'essais que les autres groupes, ces groupes orange et rouge, et ils ont également alterné le nombre d'alternances d'essais, c'est-à-dire ils ont vraiment été dans une logique itérative. Alors, vous le voyez, on peut
même si on n'est pas dans des segmentations à 100% versus 0%, il y a toujours de la variabilité, on peut quand même penser qu'effectivement ces élèves-là, verts et jaunes, ont plutôt un sens structural dans l'approche des fonctions que les élèves orange et rouge. Mais vous voyez que dans un cas comme dans l'autre, ça ne veut pas dire la réussite, qu'on soit dans une approche structurale ou un échec dans l'approche procédurale. Et c'est ça qui est intéressant, puisque des élèves peuvent être très bons, très performants avec une approche procédurale, sans encore avoir une approche structurale en tête, et inversement, des élèves avec une approche, disons, structurale, graphique, peuvent avoir des difficultés, alors que c'est une compétence, disons, de plus haut niveau. Vous voyez, ici, l'analyse des données et des traces des élèves, de leur comportement, combien ils ont fait d'essais, quel type d'essais, combien de temps, etc., c'est ce qui permet d'aller beaucoup plus loin dans le profilage et la caractérisation des stratégies des élèves et de là où ils en sont par rapport à un parcours didactique. Voilà, alors ce qu'il faut retenir, c'est que ces nouvelles modalités d'évaluation que permettent les items technologiquement enrichis sont des sources de données qui sont extrêmement riches, potentiellement, d'informations sur non pas seulement les performances des élèves, mais aussi leur profil didactique, leurs différentes stratégies, leur niveau de raisonnement, etc. Et cette approche est très prometteuse dans l'avenir des évaluations, même si, bien sûr, tout ne se traque pas avec les traces laissées sur l'ordinateur. Évidemment, il se passe beaucoup de choses en dehors de l'interaction avec l'écran, et ce sera un des challenges, c'est comment les interactions avec l'écran pourront, à elles seules, nous permettre d'arriver à ce type de profilage, afin d'avoir une évaluation plus riche, plus diagnostique des difficultés et des réussites des élèves. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt.